Ironhead, page 67. Commandant, l'Uzi est une arme très spéciale. Ce pistolet mitrailleur est petit, léger, pratique. Je vous recommande sa petite valise portable pour quelques centaines de dollars. Vous ne serez pas déçu, lui expliqua l'armurier en souriant. Vous devez néanmoins me signer un papier parce que c'est une arme de l'armée et non de la police, reprit l'homme. Avec cette carte, je peux emporter un bazooka, voyez vous-même, répliqua Wilde. La carte de police internationale conférait à Tony le droit d'utiliser toutes les armes. L'homme du stand de tir, qui était armurier, avait aussi le droit de délivrer des armes selon les lois de l'État. Il prit la carte et l'inséra dans une machine qui opérait avec les centrales de sécurité. Le bruit qu'elle émit inscrit un mot valide en rouge sur un terminal. « Vous êtes de la police spéciale, monsieur Wilde » dit l'armurier en jetant un clin d'œil à Tony. « Tenez, je vous conseille ces balles perforantes. 50 par chargeur. Vous aurez 7 chargeurs jetables. On n'arrête pas le progrès. Pour 100 $. La valise, je vous la laisse pour 300 $. Je voudrais essayer l'arme tout de suite, dit Wilde. L'armurier de la police lui donna un sac où il avait déposé les chargeurs. Il ouvrit la valise et y plaça l'Uzi. Celui-ci était de couleur noire. L'arme s'emboîta parfaitement dans un creux de la valise. Il plaça aussi 3 chargeurs dans des creux sur la gauche au plus bas, puis 4 autres chargeurs à droite de haut en bas. D'un geste rapide, il referma la valise qu'il posa sur l'épaule de notre ami en bandoulière. Tony Wilde descendit en utilisant un ascenseur. Au bout de quelques minutes, il était en position, les oreilles bouchées et l'arme au poing attendant la cible. Il alluma, attendant la cible. Wilde tenait le pistolet mitrailleur de sa main droite. Il alluma un faisceau rouge sur l'arme pour désigner sa cible. Le rayon se focalisa en un petit point de lumière au loin devant lui. Il déverrouilla la sécurité et, retenant son souffle, ajusta un tir en rafale de sa main gauche. L'arme vomit une espèce de foudre et l'air ambiant fut empli d'odeur de poudre. La cible était complètement criblée de balles. Wilde avait de nouveau fait mouche. Chapitre 3. Opération Drone. Après avoir bien manié son pistolet mitrailleur, Tony Wilde quitta le stand de tir de la police de Boston. L'ordre qui lui fut communiqué par la poste sous la forme d'une lettre était vraiment clair. Wilde devait se rendre à Rapid City, une ville située dans un État du nord de l'Amérique. Les services de renseignement américains lui avaient indiqué le lieu où se terrait l'homme qui avait peut-être les dernières informations du prototype d'avion classé top secret par l'US Air Force. Tony Wilde voulait accéder à la base aérienne incognito. Les services secrets américains voulaient cueillir le grec le plus vite possible. Wilde prit l'avion, un 737 de la TWA. Il se rendit dans la ville le plus rapidement possible. Yannis Kourodakis habitait une ferme à quelques centaines de miles de la base militaire de l'OTAN. Wilde avait la nette impression qu'il ne pouvait plus se tromper. Son flair lui donnait la quasi-certitude que le dénommé Ironhead, le grec, et Yannis Kourodakis n'étaient vraisemblablement qu'une seule et même personne. À son arrivée à Rapid City, Wilde fut contacté par un homme âgé, courtois, un certain José Prospero, qui lui demanda de le suivre dans l'aéroport. « Vous êtes le bienvenu ici, monsieur Wilde. Je suis là pour vous indiquer votre résidence. Veuillez me suivre. » Tony Wilde voulut demander à l'homme sa profession. Il fut étonné de voir l'homme lui dire de se taire. Une superbe Cadillac noire attendait dehors. Il se mit à pleuvoir. En ouvrant la porte, Wilde fut surpris de nouveau. 2 hommes étaient assis dedans. L'homme démarra. Wilde reconnut l'homme assis à côté de lui, Thomas Hawker et le général Stevenson. « Vous ici, Thomas, en voilà une surprise. » Le général Harry Stevenson prit la parole. « Thomas m'a parlé de vous, surtout comment vous menez cette enquête. Ça me fait plaisir. » Le général avait plus d'un verre de whisky dans le ventre. Il était visiblement très gai. « José, veuillez rouler plus vite, je vous prie. La base, mon ami, au QG. Rapidos, hurla-t-il. Puis, se tournant vers le commandant Wilde, il lâcha. « Cher Tony, je me permets de vous parler par votre prénom, mais j'ai visiblement une mission à vous proposer. Elle relève de l'impossible. » Wilde, stupéfait, se tourna vers l'armateur. Thomas Hawker lui dit « Ce ne sont pas des bobards, vous allez voir de quoi il s'agit, nous arrivons. » La Cadillac noire s'arrêta devant l'entrée de la base. Un soldat military police s'assura de l'identité des occupants. Il fit signe d'ouvrir la barrière. L'auto pénétra dans la base dans un bruit de pneus raclant l'asphalte.
Elle roula longtemps, pendant un quart d'heure, et s'arrêta devant un office mal éclairé. Dans une salle froide, nos amis se regroupèrent autour de hamburgers. Le général Stevenson, sans quitter son par-dessus bleu pétrole, se leva. Il prit un téléphone accroché au mur et dit « Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte, lieutenant. Appliquez le code état d'alerte dans toute la base. Terminé. » Le général appuya sur un bouton sur le mur et un écran descendit du plafond. Il se baissa à terre et appuya à nouveau sur un interrupteur. Sur l'écran, un cockpit d'avion apparut. Harry Stevenson commença alors de longues explications sur la mission qu'il allait confier à Tony Wilde. Sur l'écran, un cockpit d'avion apparut. Harry Stevenson commença alors de longues explications sur la mission qu'il allait confier à Tony Wilde. Chers amis, ce que vous voyez à présent est classé très secret. Ceci est le cockpit de l'avion dont les plans ont été dérobés par le grec. Ce n'est pas tout. Cet appareil conçu ainsi pour être un drone, c'est-à-dire un avion sans pilote, télécommandé entièrement à partir du sol. Toutefois, il peut emporter un pilote qui n'aura la tâche de ne rien faire ou plutôt d'appuyer sur quelques boutons. Le moment voulu, je m'explique. Le YF-24 est le tout dernier appareil de l'US Air Force. Il a une particularité extraordinaire, c'est qu'il éjecte son pilote et reforme aussitôt une nouvelle verrière pour protéger le cockpit après l'éjection. Il repasse alors en mode de super drone, c'est-à-dire sans pilote humain, entièrement télécommandé à distance. Il peut ainsi revenir à sa base de départ et y atterrir en toute sécurité. Une de ses caractéristiques est de pouvoir être utilisé par le pilote en actionnant un simple bouton. Il redevient alors tout ce qu'il y a de plus maniable et se comporte alors en un super avion de combat. Le but de cette mission est de vous parachuter dans la ferme de Kouroïdakis, dans une région où les puissances étrangères peuvent intervenir pour vous annihiler. Vous devez faire face à une nouvelle intervention d'autres appareils ennemis. Mais cela n'est pas sûr. Après s'être éjecté, Tony, vous devez intercepter Kourotakis dans sa propriété et lui reprendre les plans de ce chasseur. Vous devez agir seul, vous serez d'ailleurs bien équipé. Kourotakis a une équipe de mercenaires qu'il vous faudra neutraliser. Vous récupérerez les plans et arrêterez le grec, mais sachez que vous devez rejoindre un airstrip dont on vous donnera les coordonnées par télécommunication codée. Un airstrip secret où vous trouverez l'YF-24 à une heure très précise. Vous décollerez avec les plans en direction de notre base de départ initiale. Messieurs, nous n'avons plus de temps. Commençons dès demain cette opération. Yanis Kourotakis était pendant ce temps occupé à essayer de faire passer les plans du super chasseur. Ce n'était pas pour une force étrangère qu'il opérait, non. C'était pour une association cosmopolite de mécènes de l'armement. Yanis essayait d'entrer en contact avec un sous-marin nucléaire de classe Typhon, voguant très loin de là dans l'Atlantique Nord. « Allô, Cetus 40. J'appelle Cetus 40, ici Ironhide. » Il avait codifié un système brouillage indétectable par les autres nations alliées de l'OTAN. Mais le système ne pouvait encore envoyer d'images à haute résolution, définissant les plans d'un avion ou d'une toute autre machine. Il ne pouvait que communiquer en simple radio. Le simple fax ne pouvait non plus aboutir. « Allô, Cetus 40. Ici Cetus 40, nous avons appris le décès d'un de nos agents. Où en êtes-vous? Ici Ironhide. Carla n'a pas pu passer les plans. La toile d'araignée américaine l'en a empêché. Je dis bien le code toile d'araignée. Cetus 40 à Ironhide, faites un rapport sur les circonstances de ce décès et envoyez-le nous par radio. Terminé. Ironhide à Cetus 40, nous devons faire très vite. Les microfilms ont été retrouvés sur le corps de Carla. Le CIA risque de nous tomber dessus d'un moment à l'autre. Je vous enverrai le dernier rapport dans 2 heures. Terminé. Ironhide se leva de l'émetteur. Il assigna un code informatique qui coupa le brouilleur. Il sortit à l'extérieur. Tout était redevenu paisible. L'aspect de la ferme de Yanis était inoffensif. Grande propriété perdue au milieu de ce gigantesque État du nord de l'Amérique. Ironhide ne s'arrêtait pas de penser. Comment allait-il faire pour passer ses plans? Il alla vers un bar et actionna un bouton enveloppant l'atmosphère d'une musique classique envoûtante, se servit un verre de cognac et debout, regardant l'horizon, il se dit « Carla est morte. Si elle est morte, c'est qu'elle a mal travaillé. Elle a commis une erreur au point que d'autres l'ont tuée. Mais qui donc? Le contre-espionnage peut-être? Ces gens-là ne font pas de cadeaux. » Sur la piste de la base militaire, le jet militaire drone était prêt au décollage. Le long de la piste 36, à l'intérieur équipé, Tony Wilde était prêt pour sa mission.
Dans son casque à visière abaissée, il était à l'écoute des ordres de l'US Air Force. « Wild, est-ce que vous me recevez? Ici le général Stevenson. Je vous reçois 5 sur 5, mon général. Je suis prêt pour le décollage, répondit Wild. Nous vous avons armé à bloc, commandant Wild. Vous serez parachuté au-dessus de la propriété de l'homme en question, expliqua le général Harry Stevenson. Nous continuerons à vous donner nos directives pendant le vol, commandant Wild. L'avion se mit à chauffer ses puissants réacteurs. Wild croisa les doigts, comme le font les pieux Américains, pour se donner le courage et conjurer le sort. Soudain, le sifflement des réacteurs devint plus fort. Le soleil commençait à se coucher. L'horizon s'étalait à perte de vue devant le regard angoissé du commandant de la police internationale. Le prototype s'élança vers l'avant en augmentant sa vitesse. Wild se recroquevilla sur son siège confortable. Il était sanglé, un masque à oxygène sur le visage, ses mains sur ses genoux. Il laissait faire le pilote au sol qui dirigeait le super drone. L'accélération se fit sentir de plus belle. Un puissant souffle gonfla la combinaison anti-jet de Wild. Le prototype leva son nez vers le ciel et décolla à pleine puissance. Wild tourna son regard vers l'aile droite. Un mouvement synchronisé releva les volets. L'avion volait maintenant en décrivant un virage vers la gauche et se stabilisa à 4000 pieds. Une voix perça les tympans de Tony Wild. C'était les commandes au sol. « Commandant, vous êtes bien? » « Parfait, répondit Wild. Vous allez suivre le vol sur les écrans du cockpit, commandant. Soyez très attentifs. Lorsque le moment sera venu, un bouton rouge clignotera. Le mot éjecte y est inscrit. Vous vous préparez alors à être parachuté. Le temps de réponse est de 15 secondes avant l'éjection. Bonne chance, commandant. Tony Wild était attaché à son siège, un sac démontable sur le dos, et celui-ci contenait l'armement et le matériel nécessaire. Un pistolet mitrailleur Uzi, 5 grenades projectiles, un talkie-walkie et une légère ceinture de munitions, des jumelles à infrarouge et l'ordre d'arrêter Ironhide. Après 1 heure moins quart de vol, la radio de l'YF-24 lança le message suivant. « Ici Stevenson, général Harry Stevenson. Commandant Wild, le radar nous indique que vous êtes proche de la zone A de parachutage. Êtes-vous prêt? »« Absolument, mon général, répondit Wild. Le super appareil réduisait la forme de ses tuyères d'éjection des gaz de façon à être silencieux et réduisait ainsi le pourcentage des réacteurs en vol en régime minimum. Sortant ses aérofreins, l'engin super drone fit chuter sa vitesse de vol au point de rester sur le non-décrochage. Abaissant son nez en piquant vers la ferme illuminée, il descendit à une altitude de 2000 pieds. Dans la pénombre de la nuit, Wild distingua le voyant éjecte clignoter doucement. C'est le moment, se dit-il. Il se recroquevilla, ferma les yeux un moment et inspira une bouffée d'air. Puis, ouvrant les yeux, il donna un rapide coup de doigt sur le voyant à sa droite. Il prit par la suite soin de ramasser ses bras en les croisant sur sa poitrine, inspira une nouvelle fois. Un bruit sec et Wild ferma les yeux. Il n'eut le temps que de sentir son cœur se comprimer dans sa poitrine et la sensation d'être expulsé vers le haut. Le siège éjectable avait merveilleusement fonctionné. Wild n'osait pas ouvrir ses yeux. Il était aspiré par le vide, assis et sanglé sur son siège. Ses oreilles vibraient et lui faisaient mal. Soudain, en une puissante détente, le parachute s'ouvrit dans la nuit. Wild sentit ses épaules s'arracher du vide et remonter sous un choc qui lui fit ouvrir les yeux. Il était maintenant stabilisé au-dessus d'un paysage fantastique. Au sol, des lueurs et des lumières éclairaient loin devant lui la propriété du mécène de l'armement. Wild dominait tout ce lieu. L'air était froid. Ses yeux coulaient, des larmes chaudes lui brûlaient les joues. Tony Wild s'approchait du sol doucement, sans bruit. Il allait se poser tranquillement, en plein centre de la propriété. Wild regarda vers le haut. Son parachute était de couleur noire pour le camouflage nocturne. Wild approchait de l'herbe. Il n'y avait visiblement personne, pas la moindre sentinelle. Les lumières éclairaient la propriété. Wild, à l'approche du sol, ouvrit une ceinture qui le retenait assis sur le siège éjectable. Le siège se détacha à 2 mètres du sol et tomba sur l'herbe. Tony se fit le plus souple possible et toucha le sol en roulant sur le dos. Il n'y avait pas de brise et le parachute s'étendit par terre. Tony Wild le plia rapidement en regardant autour de lui. Il enleva son casque et conserva les écouteurs de transmission. Tony rejoint le siège couché sur le côté. Il le redressa et détacha un sac à dos qui était constitué de la mallette porte-pistolet. Il enfila le sac à dos et de la mallette qu'il ouvrit, retira le pistolet mitrailleur. Dans le sac à dos, il prit les jumelles à infrarouge
Quittant son gilet de parachutage et s'habillant le plus léger possible, à sa ceinture, il accrocha les 5 grenades de projectiles. Dans la poche de son pantalon, sur les mollets, il glissa les chargeurs du pistolet mitrailleur. Regardant sa montre, il se coucha sur le sol et se mit en poste d'observation. Wilde scrutait la propriété d'Ironhide à l'aide de jumelles électroniques à infrarouge. Tout semblait calme. Il vit des hommes en uniforme monter la garde de groupe. Un groupe de 5 mercenaires autour de l'habitation d'Ironhide. Il faisait une ronde en marchant et ne s'était douté visiblement de rien. À l'est, un autre groupe de soldats était assis autour d'une table. Ils buvaient et fumaient. Wilde en compta une dizaine. Doucement, Wilde regardait vers l'ouest, des arbres, une construction à 5 étages, un lieu de surveillance d'aspect anodin, se dit-il. Cela ressemblait à une tour de contrôle. Il n'y a pourtant pas d'aéroport ni de piste aux alentours, pensa-t-il. Tony regardait maintenant vers le sud. Il vit alors le lieu de résidence d'Ironhide. Piscine et balcon luxueux. Il appuya sur le bouton du talkie-walkie. Une voix se fit entendre dans ses écouteurs. « Harry, ici Harry. Commandant Wilde, à vous, tout va bien, étape bravo. Ici le commandant affirmatif, tout va bien. Bravo, général, j'ai pris la position, je suis en observation. Bien, commandant, nous suivons tous vos gestes. Nous vous donnerons l'ordre de passer à la phase Charlie. Terminé. Mais comment suivez-vous mes gestes, général, dit doucement Wilde. Satellite espion géostationnaire, projet des années 80, autorisé par l'Air Force. Je ne peux vous en dire plus. Terminé, expliqua le général Wilde. Le général. Wilde ajusta son équipement et se dirigea vers le sud doucement en respirant calmement. Il s'arrêta un instant pour placer un silencieux sur l'arme automatique qu'il tenait à présent en bandoulière. Après 10 minutes environ, il se cacha derrière un arbre, en face du balcon éclairé d'Ironhide. Il n'y avait visiblement personne à la fenêtre qui donnait de pleine vue sur la piscine. Tout était calme. Wilde s'accroupit doucement. Soudain, Ironhide apparut tenant un verre d'alcool à la main. Il semblait humer l'air, prenant du bon temps. Il était seul, apparemment. « Que faire ?» se dit Tony. Wilde attendit un peu, puis prenant son courage, il réfléchit et ses gardiens, ses hommes de main, combien étaient-ils en tout? Wilde tourna la tête à droite, une jeep était stationnée dans l'obscurité, une Willys. Wilde décida d'aller la voir de plus près. Il se déplaça en canard jusqu'à l'automobile et sans se faire repérer s'assura des clés de contact. Les clés étaient dans le démarreur. C'est qui tout double, il faut faire très vite. Wilde dévissa rapidement son silencieux et accrocha à la place une grenade. Il alla en pas décidé vers la villa et tenant son arme dans son poing, il entra machinalement dans le salon éclairé. Après avoir gravi un escalier, Ironhide était debout et lui donnait le dos. Retirant la grenade et passant en mode fusil mitrailleur, il posa le canon de son arme sur la nuque d'Ironhide qui, surpris, se retourna. « Vous allez me suivre sans chichi, Kurotakis. Sinon, je vous brûle la cervelle. Faites à présent tout ce que je vous dis, sinon nous y resterons tous les deux, c'est clair ?» L'homme était pris d'angoisse. Il fit un oui affirmatif en hochant la tête. Wilde poussait tranquillement Yanis vers la jeep décapotable. Il lui demanda de quitter la villa sans histoire. La jeep démarra doucement dans la nuit. Wilde changea la position en bandoulière de son pistolet mitrailleur et le tenait maintenant en joue vers Ironhide, qui visiblement avait très peur. La Willys arriva à la hauteur de la patrouille à pied. Saluez-les tranquillement et foncez vers la porte. Vite, lança Wilde. Ironhide les salua normalement. L'auto roulait maintenant vers l'est. « J'espère que nous allons vers la sortie, » dit Wilde. Kurodaki s'appuyait sur l'accélérateur. L'auto passa devant les 10 mercenaires occupés à jouer aux cartes. « Levez vos mains en signe de salut, » ordonna Wilde. Le grec leva sa main et l'auto passa sans éveiller le moindre soupçon. Au loin s'étendait une immense allée verdoyante, gazon et une porte de sortie. Après 2 minutes de trajet, le portail de sortie apparut. Le passage était bien gardé. Soudain, à l'arrivée, Ironhide donna un puissant coup de frein. En comprenant ce qui se passait, Wilde tira le volant vers lui. Yanis se pencha de tout son poids sur Tony. Celui-ci poussa le pied du grec et, profitant de la situation, écrasa l'accélérateur tout en visant la porte. Ayant déjà placé une grenade sur son pistolet, il fit feu. L'explosion fit sauter la porte de la résidence. Des soldats mercenaires surpris essayaient de viser la Willys. Wilde posa l'usi sur la tempe du grec. Celui-ci leva les mains. « J'ai dit pas de blague » cria Wilde d'un ton persuasif. Kurodakis roulait maintenant bien loin de sa propriété, mais l'alerte avait été donnée. Un véhicule militaire les suivait déjà. « Roulez vers l'airstrip » lança Wilde. Tony Wilde, sans quitter l'Ironhide des yeux, plaça les écouteurs radio dans ses tympans. Il appuya sur le système de télécommunication et attendit. « Harry, ici Harry, commandant, est-ce que tout va bien ?»
Étape Charlie, je me dirige vers l'airstrip, mon général. Le gros poisson est accroché. Charlie, affirmatif, mais j'ai des requins aux trousses. Excellent, commandant. En ce qui concerne les requins, vous avez ordre de les abattre s'ils deviennent trop méchants. S'ils approchent, faites feu et détruisez-les. Vous êtes sous notre garde à présent et vous êtes dans la bonne direction. Le grec ne bronchait pas, il conduisait. Tout à coup, une rafale de mitraillettes se fit entendre derrière eux. Wild retourna la tête, les véhicules gagnaient du terrain. Plus vite, lança Wild en armant son pistolet mitrailleur qui fit un bruit sec. Yanis avala sa salive. L'airstrip était en vue. Un avion approchait du nord. C'était le drone, celui qui avait parachuté Wild. L'engin obliqua vers la gauche et se mit dans leur direction. Wild s'engagea sur l'airstrip. Wild, c'est Harry. Nous allons faire sauter ceux qui vous suivent. Ne ralentissez surtout pas, bourdonna la voix du général dans les oreilles du commandant. Wild, sans perdre un instant, écrasa le pied et l'accélérateur de la Willis. L'YF-24 était en face d'eux. Le chasseur ouvrit une salle de tir de canon sur les engins blindés qui le suivaient. Un véhicule perdit le contrôle de sa trajectoire, emballé. Il sortit de l'airstrip et alla percuter des arbres. L'autre, touché dans ses pneus, se renversa glissant hors de la surface d'atterrissage en un incendie de feu et de fumée. La Willis se trouvait à présent à une 50aine de mètres de l'airstrip. L'engin volant décrivait, lui, de larges cercles cherchant à se poser. Arrêtant la Jeep, Wild appuya de nouveau sur le talkie-walkie, sans quitter le grec des yeux, et le tenant en joue attendit. « Harry, c'est Harry. C'est du beau travail, commandant Wild. Vous êtes un as. Activez le plan Delta. » « Reçu, général, dit Tony Wild. Les YF-24, télécommandés d'une base au sol, se posaient maintenant sur la piste. Il se stabilisa et s'arrêta complètement sans éteindre ses réacteurs. Les véhicules blindés étaient détruits, immobiles, hors d'état de nuire. Wild poussa Kouroudakis devant lui, arrivé devant la cabine du drone géant, et lui demanda de se retourner, puis par une technique spéciale de close combat, il asséna au grec un violent coup sur la nuque qui perdit connaissance, et s'affala de tout son poids sur le sol. Sans perdre un instant, Wild le souleva et l'installa dans le cockpit dont la verrière était ouverte. Il l'attacha à l'aide d'une ceinture de sécurité et lui plaça un casque dont des écouteurs y étaient incorporés sur la tête. Peu après, il se retira. Wild appuya sur le talkie-walkie et attendit. « Harry, ici Harry. Où en êtes-vous, commandant? »« Ici le commandant. Gros poisson est dans la caisse, arrimé et prêt à décoller. »« À vous de jouer, étape écho. Je quitte les lieux à présent. Envoyez-moi du renfort. » expliqua le commandant Tony Wild. Puis celui-ci se retira de la piste au son des réacteurs qui chauffaient pour le décollage. Le super drone changeait de cap au sol, roulant doucement sur la piste, entièrement téléguidé et dirigé par ses innombrables caméras embarquées. Wild courait vers la Willis. Il sauta dedans et démarra. Kouroudakis, sanglé et ayant perdu connaissance, ne pouvait voir la verrière du cockpit se refermer automatiquement sur lui. L'avion super drone décolla au bout de quelques minutes. Tony roulait dans le sens opposé de la propriété d'Aéronide, vérifiant la jauge à carburant de la Jeep. Le grec, lui, était dans les airs et reprenait ses esprits. Plaqué au fond du siège, il réalisait peu à peu ce qui lui arrivait. Le tableau de bord et le système de pilotage étaient verrouillés sur les commandes au sol. Lorsque celui-ci tenta de s'emparer du gouvernail, ce dernier disparut automatiquement dans le tableau de bord avalé par la haute technologie. Le grec cognait dessus. Il s'aperçut qu'il était blindé. Un message s'afficha sur un petit écran. Accès refusé. Tout à coup, la voix du général Stevenson fendit l'atmosphère. « Vous devez rendre aux États-Unis ce que vous leur avez dérobé. Qui êtes-vous ? » « Je ne suis pas grec. Je ne connais pas mes parents. Je ne les ai jamais connus. » La voix du général américain se fit entendre de plus belle. « Vous avez dérobé les plans d'un avion militaire top secret. Votre organisation, si puissante soit-elle, va nous les rendre. » Vous savez, qui que vous soyez, que vous risquez gros pour espionnage contre le gouvernement des États-Unis d'Amérique aussi, vous devez être le plus coopératif possible. Quel est votre nom? Yanis Kouroudakis. Le super drone volait à 2500 pieds. Il effectua un virage pour se positionner au cap voulu en direction de la base aérienne, puis grimpa à plus de 8000 pieds. Ajustez le masque à oxygène, Kouroudakis ordonna le général. Le super drone entama alors une série de manœuvres acrobatiques. Le grec fut rudement secoué. Un tonneau, puis un Immelman, une figure de cobra. Drôle d'interrogatoire, dit le grec. Bien, monsieur Kouroudakis, nous sommes désolés de vous avoir si mal mené. Le chasseur reprit son vol stabilisé. « Il faut comprendre votre acte, c'est illégal, dit le général. Je vous expliquerai tout à mon arrivée. Cessez, je me sens de plus en plus mal dans votre engin, reprit Yanis. Pendant ce temps, Wild roulait vers le nord à bord de la Jeep. Il s'arrêta un instant dans une station d'essence. Il était à environ 1h moins quart de trajet de la villa d'Aéronide. Tony Wild descendit de l'auto. Il cacha son pistolet mitrailleur sous le siège et se débarrassa des grenades. Retournant la veste de son équipement, qui devint comme un habit civil, il marcha vers la station où se trouvait un drugstore et un comptoir de cafétéria. Poussant la porte, il entra. Tout était calme à l'intérieur.
Wilde se dirigea vers le bar où il commanda un café qu'il sirota doucement. Le barman était un homme d'âge mûr et le dévisageait derrière des lunettes. « Vous avez quelque chose à manger » lança Wilde. « Club sandwich, 5 $, répondit l'homme aux lunettes. Wilde fouilla ses poches et découvrit un billet de 100 $ soigneusement plié au fond de l'une d'elles. « Ok, fit-il. Wilde mangea soigneusement. Il était maintenant près de 5 heures du matin. Le jour se levait. « Pouvez-vous me laisser une chambre » expliqua Tony. « Vous trouverez un motel à 10 miles d'ici vers l'est, lui dit le barman en lui rendant la monnaie. Wilde était épuisé. Il quitta les lieux et, branchant son casque d'écoute, roulait vers le motel. La pancarte était toujours allumée. Wilde lut « Western Houses » en lettres d'or éclairées à l'intérieur. Il arrêta la Willis dans un parking. La voix du général grésilla dans le talkie-walkie. « Harry, ici Harry. Commandant, tout va bien ?»« Très bien, fit Wilde. Je me trouve au Western Houses. Un motel au nord. Y a-t-il d'autres directives ?»« Harry, ici Harry. Ne bougez pas, commandant. Un hélicoptère est déjà allé à votre recherche. Il sera bientôt au-dessus de vous. Terminé. » Wilde souffla de satisfaction. La tension en lui avait chuté d'un coup. Il avait froid. Plus loin, le prototype super drone effectuait les manœuvres d'approche de la piste au sol. Des pilotes militaires spéciaux le dirigeaient et le pilotaient à l'aide de ses puissantes caméras embarquées. Le général Stevenson assistait à l'arrivée d'Iron Head. L'avion super drone se pointe à l'horizon. Il avait amorcé sa descente vers la piste encore allumée. Des soldats couraient ça et là dans la base. Une longue sirène d'alerte retentit. Des officiers travaillaient en cadence rapide dans la salle des opérations. Le chasseur drone releva ses volets et son nez de 7 degrés environ. Ajustant son axe de roulis, il réduit son régime de poussée de manière à éviter le décrochage. Sortant le train d'atterrissage. Sur un gigantesque écran, les pilotes au sol suivaient ses évolutions. Le drone est en approche directe. Insérez-le dans les ILS, cria l'un d'eux. À altitude 900 pieds, dit l'un. Contact dans 1 minute, dit un autre. L'appareil se posa finalement en douceur sur la piste 36. Après le freinage et l'inverse de la poussée des réacteurs, des applaudissements fusèrent de toutes parts dans cette salle secrète d'état-major. « Mon général, opération réussie, dit un officier. Des jeeps de l'armée se dirigeaient vers l'appareil au sol. Elles étaient constituées de soldats armés. Celles-ci formèrent un cercle autour du prototype. Un sergent tenant un haut-parleur cria « Sortez les mains en l'air !» Le cockpit s'ouvrit. Iron Head, se dégageant, titubant, mit pied à terre. Le grec marchait vers les soldats, les mains sur la tête. Ceux-ci le tenaient en joue. Le sergent lui donna l'ordre de s'asseoir à côté de lui sur une jeep. « Veuillez nous suivre, dit-il à Kourodakis. Quelque temps après, un hélicoptère Apache fendit le ciel au-dessus de la base. À son bord, Wilde. Tony Wilde était à côté du pilote. La H-64 se posa à quelques mètres du prototype. Wilde contacta le général Stevenson par talkie-walkie. « Général, je suis au point Zulu, comme convenu. Fin de l'opération. Terminé. » « Bien, restez-y, nous arrivons, fit Harry. 10 minutes après, une limousine noire escortée par un motard de l'armée américaine arriva sur la piste. Harry descendit. « Wilde, veuillez me suivre, dit l'officier supérieur. Tony prit place à côté du général dans la limousine noire, au vert fumé, d'allure austère, qui démarra toute allure. Le pilote de l'hélico salua le cortège. « Commandant Wilde, Iron Head n'est pas un agent de l'Est. Aucune piste de nos